Salut à tous. Nous sommes le 12 mai 2026 et le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran est, selon les mots employés par le président des États-Unis, sous assistance respiratoire massive. Trump a lu la dernière proposition de l'Iran, celle qu'ils ont mis 4 jours à préparer. En fait, cela a peut être pris un peu plus que ça et il ne l'a même pas terminée. Il a qualifié de morceau d'ordure et l'a rejeté. Parce que dans l'univers Trump, la diplomatie n'est pas vraiment examinée, elle est plutôt lancée sur la table et jugée comme un accessoire de campagne. Voici où en sont les choses en ce moment. La marine du CGRI iranien dispose de 500 à 1000 vedettes d'attaque rapides armées dispersées dans des tunnels côtiers, des baies et des grottes le long du sud de l'Iran. Des images satellites de la semaine dernière en montrent environ une centaine en formation au nord du détroit, près de la côte de Kargon. Ils ont aussi des missiles de croisière en attente. Ils ont des drones prêts à être lancés et leur commandant déclare publiquement aux médias d'État qu'ils ont le doigt sur la gâchette et qu'ils sont prêts à agir. Le président Trump a publié une image sur Truth Social aujourd'hui même, seulement quelques heures avant la production de cette vidéo, et en termes assez clairs, elle montrait des drones MQ-9 Reaper en train d'écraser des vedettes d'attaque rapides iraniennes. Rien ne dit signal stratégique réfléchi comme transformer une guerre de drones en bande-annonce sur les réseaux sociaux. C'est évidemment dans l'esprit des planificateurs militaires. C'est dans l'esprit du commandant en chef, et c'est probablement ainsi que ce conflit pourrait reprendre, en écrasant ces 500 à 1000 bateaux de l'essaim Mousti. Le style de communication pro-Trump a cette habitude de faire sonner l'escalade moins comme une politique que comme la bande-annonce d'un événement à la carte. Mais le 4 mai, l'armée américaine a envoyé 6 de ces bateaux au fond du golfe Persique. Le même jour, l'Iran a frappé un terminal pétrolier à Fujairah. Puis, le Wall Street Journal a publié hier un article qui a changé toute la perception de ceux qui combattent réellement dans cette guerre en ce moment. C'était pas un accident, c'était la bande-annonce. Maintenant, le film complet commence à apparaître, exactement comment l'armée américaine est positionnée pour éliminer la flotte moustique de l'Iran comme menace stratégique en une seule vague coordonnée. La chaîne de ciblage, la plateforme, les munitions. Pourquoi cette seule manœuvre change toute l'équation d'Ormuz et qui est ce partenaire de l'ombre qui vient d'entrer dans la guerre contre l'Iran. L'Iran affirme avoir le doigt sur la gâchette et les États-Unis ont déjà montré que 6 vedettes d'attaque rapide iraniennes pouvaient être envoyés au fond de l'océan, avec d'autres qui pourraient les rejoindre très bientôt. À ce stade, l'Iran ressemble à ce type complètement dopé, aux stéroïdes, énorme, agressif, bruyant, mais incapable de faire quoi que ce soit de vraiment décisif, presque comme quelqu'un qui a l'air puissant, mais qui ne peut même pas boire sans une paille. Avec ce contexte, le tableau opérationnel complet devient encore plus important. Les États-Unis ont lancé Project Freedom au début du mois de mai, avec pour mission explicite de rétablir la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz. C'était l'objectif ultime, et maintenant on dirait que cela pourrait reprendre. L'image de marque est parfaitement dans le ton, quand la politique devient brouillonne, donnez-lui un nom assez propre pour tenir sur un fond de podium. L'amiral Cooper du CENTCOM, le commandement central américain, a décrit une énorme quantité de capacité et de puissance de feu concentrée dans et autour du détroit, y compris des A-64 Apache, des hélicoptères MH-60 Seahawk, et la capacité de neutraliser chaque menace qui tentait de s'en prendre à la navigation commerciale. Le CENTCOM a présenté cela comme la neutralisation de chacune de ces menaces par l'application clinique de munitions défensives. Cette formule capture parfaitement le ton, calme, maîtrisé et aussi froid qu'un concombre. C'est la meilleure façon dont les opérations militaires peuvent se dérouler. Avancer doucement, porter un gros bâton, et dans ce cas, le gros bâton était un AH-64 Apache. Il y a aussi des plateformes sans pilote multidomaine qui opèrent maintenant sur le théâtre. Plusieurs MQ-9 sont présents probablement aux côtés de RQ-4 Global Hawk. Ces MQ-9 peuvent être équipés de missiles Hellfire, ce qui en fait une plateforme très efficace car ils peuvent effectuer de l'ISR, renseignement, surveillance et reconnaissance. Cet acronyme compte ici parce que l'ISR est une capacité majeure du MQ-9. Ces appareils sont relativement peu coûteux
et ils peuvent être chargés jusqu'aux dents de Hellfire. Le missile Hellfire est très polyvalent. Il peut transporter une ogive ou il peut se déployer et se transformer en gros en une gigantesque lame de rasoir volante. Ce n'est pas quelque chose que qui que ce soit veut voir arriver vers son visage. C'est probablement ce qui serait utilisé contre ces vedettes d'attaque rapide du CGRI avec les tirs de l'A-64 Apache, de l'Adix Warthog et du Fkinze. Le mitraillage de vedettes d'attaque rapide était un entraînement presque hebdomadaire, surtout lorsqu'on se dirigeait vers le Moyen-Orient, parce que la possibilité que l'Iran utilise le détroit d'Ormuz comme son dernier domino a toujours été comprise. Mais il y a une intrigue secondaire qui apparaît maintenant pleinement, et c'est un développement majeur parce qu'il compte dans le tableau de ciblage. Pendant que l'Iran lançait des bateaux et des missiles contre Project Freedom le 4 mai, il a simultanément lancé un barrage contre les Émirats arabes unis. C'était presque n'importe comment, lancé contre les moyens navals américains et la navigation commerciale, et en même temps lancé contre les Émirats arabes unis. Ces acteurs se comportent comme des lunatiques, mais ce sont aussi des parrains mafieux avec le doigt sur le gros bouton rouge. Ils ont encore une véritable armée. Il ne reste plus grand chose de cette armée, mais ils ont encore des forces mandataires. Cela devient donc quelque chose comme un parrain mafieux avec des forces mandataires. Si Al Capone ou Pablo Escobar avaient eu une véritable armée massive derrière eux, au lieu de seulement leurs plus petites forces mandataires, cela aurait créé un problème dont quelqu'un aurait fini par devoir s'occuper. C'est ce qui se passe maintenant. L'Iran a lancé 12 missiles balistiques, 3 missiles de croisière et 4 drones contre les Émirats arabes unis. Le ministère de la Défense des Émirats arabes unis l'a confirmé. La plupart de ces armes ont été interceptées par le système THAAD des Émirats arabes unis et par des batteries Patriot. Mais un drone iranien est passé et a frappé la zone industrielle pétrolière de Fujairah, déclenchant un vaste incendie sur les terminaux pétroliers. Cette installation se trouve à l'extrémité d'un pipeline et c'est la seule route de contournement d'Ormuz des Émirats arabes unis. L'objectif de l'Iran était de couper cette route de contournement. Le pipeline est capable de transporter 5 millions de barils par jour autour du détroit par le golfe d'Oman. 3 ressortissants indiens ont été blessés. L'Iran a frappé le seul tuyau qui permettait au pétrole du Golfe de circuler autour du blocus que l'Iran lui-même a créé. Donc l'Iran n'a pas seulement créé un blocus qui est maintenant contré par la marine américaine et l'armée de l'air américaine. Il bloque aussi son propre blocus. C'est littéralement la poupée russe des blocus. L'Iran, en se comportant comme des parrains mafieux, frappe maintenant des partenaires du Golfe qui essaient d'éviter le détroit d'Ormuz, rendant tout aussi douloureux que possible pour des pays qui sont supposément ses voisins. Selon ces rapports, les Émirats arabes unis ont secrètement frappé la raffinerie de pétrole iranienne de l'île de Lavan, dans le golfe Persique, au début d'avril, autour du moment où le cessez-le-feu était annoncé. L'attaque, qui aurait été menée avec des Mirage 2009 émiratis, a déclenché un important incendie et a mis l'installation hors service pour des mois. Cette installation traite environ 55 000 barils de pétrole par jour. L'Iran a reconnu que la raffinerie avait été frappée dans ce qu'il appelait une attaque ennemie et a répondu par un barrage contre les Émirats arabes unis et le Koweït. Les Émirats arabes unis absorbent beaucoup de ces coûts depuis des mois, cette attaque étant probablement menée par les Émirats arabes unis. Mais depuis hier soir, cela ne semble plus être la seule attaque. Les Émirats arabes unis semblent maintenant enlever les gants et les États-Unis accueillent favorablement ce développement. Cela fait d'Abu Dhabi le 3e combattant confirmé dans cette guerre, aux côtés des États-Unis et d'Israël. Cela ajoute aussi un axe de frappe vers l'Iran que Téhéran ne peut pas attribuer publiquement à Washington, ce qui complique leur partie d'échecs en 4D. Avant d'examiner ce que les États-Unis et leurs partenaires peuvent mettre en œuvre, il faut comprendre ce qu'est réellement la flotte Moustique, pourquoi elle est le véritable pari naval de l'Iran depuis plus de 40 ans et pourquoi l'Iran s'appuie maintenant sur elle. Le principe de Sun Tzu s'applique ici
Connais ton ennemi et connais-toi toi-même. Cet ennemi doit donc être compris plus clairement. La flotte moustique de l'IRGCN, la marine du CGRI, n'est pas une faiblesse du point de vue de l'Iran. C'est une doctrine, et c'est cette doctrine sur laquelle l'Iran se replie. Ils la voient en fait comme leur principale force, parce qu'ils savaient que leur marine principale disparaîtrait assez rapidement face au système avancé des États-Unis. Cela fait 40 ans que cela se prépare, l'Iran planifiant ce moment. Après l'opération Praying Mantis en 1988, lorsque la marine américaine a détruit environ la moitié de la flotte de surface conventionnelle iranienne en une seule journée, l'Iran a pris une décision: ne jamais combattre la marine américaine sur un pied d'égalité. Ce que l'Iran a construit à la place, c'est un modèle de guerre moustique aux stéroïdes. De petites embarcations rapides, peu coûteuses et remplaçables, conçues pour opérer en essaim dans l'environnement littoral confiné du détroit d'Ormuz. Dans cette géographie, une grande partie de l'avantage américain emporté et en puissance de feu peut être réduite dans une certaine mesure, même si ce n'est évidemment pas dans une mesure massive lorsque la flotte moustique est en train d'être écrasée en ce moment. Les groupes de réflexion estiment maintenant que la marine du CGRI exploite entre 500 et 1000 vedettes d'attaque rapides armées. L'inventaire comprend les vedettes rapides lance-missiles des classes PCAP et Zolfaghar, d'environ 14 tonnes, propulsées au diesel, capables de dépasser 50 nœuds, servies par un équipage de 3 personnes et probablement armées d'une mitrailleuse de 12,7 mm, de missiles antinavires Khosar ou du missile Nuer Chuissan 2, qui est un dérivé chinois. La Chine, comme d'habitude, semble avoir apporté les feux d'artifice à la fête. On peut toujours compter sur elle pour ça. Ces bateaux sont aussi conçus pour naviguer relativement bas sur la ligne de flottaison, ce qui signifie que les radars les détectent tardivement. Ils peuvent apparaître à l'intérieur du délai de décision nécessaire pour protéger un navire commercial ou même pour signaler que le navire est attaqué. La menace peut ne pas être visible avant la toute dernière seconde. Voilà pourquoi les moyens avancés de la marine américaine sont nécessaires en ce moment pour les neutraliser. Le système Aegis, les FDX-8 en vol, les F-35, leurs radars et les MQ-9 montrés dans la publication du président Trump ce matin. Une publication bien sûr parce que dans l'univers de communication de Trump, même la chaîne de ciblage a apparemment besoin d'une stratégie de contenu. Mais les vulnérabilités structurelles de ces bateaux sont réelles. Ils n'ont aucune couverture aérienne, ils n'ont aucune capacité organique de guerre électronique et ils ne peuvent pas survivre à un engagement avec un hélicoptère armé en haute mer. La A-60 4 Apache peut essentiellement les transformer en râpes à fromage. L'action du 4 mai a confirmé qu'en environ 12 minutes, 6 de ces bateaux peuvent être complètement décimés. L'efficacité de ces bateaux dépend entièrement du brouillage radar, des mouvements de nuit, du fait que les États-Unis soient trop dispersés pour répondre, et de leur capacité à se jeter en essaim sur un cargo sans méfiance. Mais une fois que l'avantage du brouillage est retiré, la flotte moustique devient une liste de cibles fixes. Cet avantage du brouillage est maintenant systématiquement décimé par le système Aegis et par les drones avancés qui opèrent dans la zone, repérant d'où viennent les bateaux, identifiant où ils se cachent dans les criques côtières, puis les ciblant de la même façon que le Soutcom américain a ciblé les narco-bateaux. Le bilan humain russe est aussi devenu public. Des médias russes indépendants, Mediazona et Medusa, tous deux opérant depuis la Lettonie parce qu'ils ne peuvent plus travailler à l'intérieur de la Russie, ont publié une estimation conjointe le jour de la victoire, le 9 mai. 352 000 militaires russes tués depuis février 2022. C'est leur décompte. Et il pourrait être faible par rapport à d'autres estimations. 352 000. Ce nombre pourrait ne pas inclure certains prisonniers qui ne sont même pas comptabilisés dans certaines estimations, certaines évaluations dépassant le million. Au même moment, Poutine semble suggérer qu'une fin de cette guerre pourrait approcher avec ce qui ressemble à des grondements de négociations. Sun Tzu disait qu'il fallait se connaître soi-même et éviter les batailles impliquant des pertes extrêmes. La Russie a peu être sauté ce chapitre. Taïwan, de son côté, a signé un chèque de 25 milliards de dollars.
Le 8 mai, le corps législatif taïwanais a adopté un budget spécial de défense de 780 milliards de dollars taïwanais, soit environ 8 milliards de dollars américains, pour financer les achats d'armes américaines jusqu'en 2033. La première tranche d'armes comprendra des systèmes de roquettes multiples HIMARS, des obusiers automoteurs M109A7, des missiles anti-chars Javelin et des missiles TOW-2B. Quand un obusier ordinaire ne suffit pas, le modèle automoteur devient la réponse. La deuxième tranche comprendra des systèmes anti-drones pour la défense aérienne et potentiellement des armes à énergie dirigée. Cela montre que Taïwan se prépare à un essaim massif de drones qui pourraient venir de Chine si un conflit éclate là-bas, surtout alors que la Chine construit effectivement un navire-mer pour drones, ce qui est fou. Trump doit aussi partir pour la Chine, pour un sommet, les 14 et 15 mai. Ce serait la première visite d'un président américain à Pékin en 10 ans. Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a déjà confirmé que l'Iran sera au centre des discussions. La Chine a récemment accueilli le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, et se positionne comme un canal discret pour, espérons-le, rouvrir le détroit d'Ormuz. Naturellement, le camp pro-Trump peut présenter cela comme de la grande stratégie, parce que chaque déplacement devient historique dès que le micro est assez proche. La Chine veut probablement que l'Iran conclue un accord, mais Araghchi ne contrôle pas nécessairement le CGRI. Cela pourrait placer la Chine dans une situation où d'autres accords seraient conclus en coulisses avec les États-Unis. Que cela se produise ou non, reste à voir. Mais le voyage en Chine sera probablement fortement axé sur l'Iran, du point de vue de Pékin comme de celui de l'administration américaine. Cela ramène le tableau à l'analyse stratégique de la partie d'échecs en 4D. Que veut réellement l'Iran ? Ici, l'Iran veut le contrôle total du détroit d'Ormuz. Il dit essentiellement qu'il veut contrôler une voie navigable internationale et il élargit l'ampleur du contrôle qu'il exige. Et chaque fois que quelqu'un appelle cela une partie d'échecs en 4D, la machine médiatique alignée sur Trump est généralement déjà en train de polir le trophée avant même que l'échiquier soit installé. Le droit international autorise 12 milles nautiques à partir de la côte d'un pays. L'Iran, toutefois, se comporte comme un parrain mafieux avec une flotte moustique de vedettes d'attaque rapide, refusant d'écouter le droit international et essayant de bousculer des pays sans colonne vertébrale. Le but est de faire ce qu'il veut dans le détroit d'Ormuz et de soutenir son empire mafieux. Ces dernières négociations et cette proposition semblent être une manœuvre pour gagner du temps. L'Iran a demandé la souveraineté sur l'ensemble du détroit, des réparations de guerre, la levée de toutes les sanctions et la fin du blocus naval. Il a repoussé toute discussion sur des concessions nucléaires à une date ultérieure, sans même nommer cette date. Ce que l'Iran veut réellement, c'est du temps. Il veut du temps pour se reconstruire, du temps pour se reconstituer et du temps pour faire entrer la Chine dans la pièce comme contrepoids. Il veut du temps pour pousser l'économie mondiale au bord du gouffre, en croyant que cette pression forcera les nations à plier et permettra à l'Iran de continuer à agir comme le parrain mafieux qu'il veut être. Si cela ne dépendait que de certains autres pays, l'Iran aurait peut-être raison. La direction du Royaume-Uni et de la France, pas les peuples, mais les dirigeants, a montré très peu de fermeté. Ces dirigeants se font mener par l'Iran depuis longtemps. L'Iran a vu que cela fonctionnait, alors il veut continuer à faire la même chose, faire pression sur les pays en étranglant l'approvisionnement en pétrole. Mais l'administration américaine ne semble pas accepter cela. Il y a des appels massifs venant de personnes aux États-Unis dont beaucoup veulent que le peuple libre d'Iran se soulève. Beaucoup de citoyens irano-américains se lèvent et disent qu'ils veulent finir le travail et éliminer la capacité du CGRI à contrôler le détroit d'Ormuz et à construire une arme nucléaire. Dans l'orbite Trump, finir le travail est le genre d'expression qui peut passer d'une note de politique à un slogan de rassemblement avant même que quelqu'un ait trouvé les notes de bas de page. Donc même si l'Iran essaie de mener le monde en bateau, les États-Unis ne l'acceptent pas, d'autres nations pourraient aussi se joindre au mouvement. Les Émirats arabes unis entrent dans le jeu pour aider la coalition. La France a aussi envoyé un porte-avions stratégique, ce qui n'est pas rien.
La France intervient, même si c'est un peu comme arriver au barbecue à 20 et à H45 quand le grill est déjà un peu froid. La France peut être apportée une baguette et une boîte de moutarde, mais au moins elle s'est présentée. Au bout du compte, l'Iran amène une flotte moustique dans un combat contre un piège à insectes. Les pièges à insectes étant ici l'Addix Warthog, la H-64 Apache et les Mirages des Émirats Arabes Unis. S'attaquer à ces vedettes d'attaque rapide pourrait être la prochaine phase du conflit, surtout maintenant que l'administration américaine appelle un chat. Un chat et dit que l'Iran essaie encore de mener le monde en bateau sans négociation sérieuse. Et la version de celle de presse arrivera probablement déjà emballée avec la vieille formule habituelle, un maximum de certitude, un minimum de nuances et un slogan à la recherche d'un champ de bataille. Les 3 à 5 prochains jours pourraient devenir très importants. Il sera intéressant de voir si ces vedettes d'attaque rapide commencent à être frappées par des MQ-9 Reaper, comme ce qui apparaissait dans la publication au début de la vidéo. L'Iran arrive à la table comme une victime, agissant comme s'il voulait seulement la souveraineté sur une voie navigable mondiale entière, tout en présentant le bombardement américain de son site nucléaire comme la preuve que tout est la faute de l'Amérique et que l'Iran n'est pas du tout l'agresseur. L'Iran dirige essentiellement une sorte de système de marketing multiniveau. Il offre une forme de partenariat de souveraineté sur Hormuz au faible coût de la levée de toutes les sanctions, du paiement de réparation de guerre, du retrait de la marine américaine et de la reconnaissance du prétendu droit divin de l'Iran à taxer le transport maritime international et à prendre la voie navigable en otage. Le tout ressemble à une offre spéciale avec 50% de rabais sur une flotte moustique. L'Iran ressemble aussi à quelqu'un assis dans le bureau d'un thérapeute, se plaignant que les États-Unis n'entendent pas ses besoins. Ces prétendus besoins sont la capacité d'utiliser une flotte moustique et de garder des missiles verrouillés et chargés, tout en reprochant à la marine américaine de ne pas écouter. De ce point de vue, l'Iran agit comme si la relation se dirigeait vers une rupture. La position de l'Iran revient essentiellement à dire que si chaque point de sa négociation n'est pas accepté et s'il n'est pas autorisé à tirer sur les partenaires du Golfe et sur les navires de la marine pendant le cessez-le-feu, alors l'autre camp est injuste et la violation appartient aux États-Unis, pas à l'Iran. C'est essentiellement le pire système de marketing multiniveau jamais vu. C'est comme faire défiler jusqu'en bas et cliquer sur j'accepte, sauf que si les conditions ne sont pas acceptées, l'Iran se réserve le droit de déployer sa massive flotte moustique. Et au fait, après avoir cliqué sur accepter, l'ordinateur explose. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, vérité, vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt